commence. Ah, on arrive. Allez, tac. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie pour parler des logeuses. Donc, une question centrale traverse les travaux sur le genre et la participation politique à l'époque moderne et révolutionnaire, question qu'on voit qui traverse aussi la plupart des réflexions qu'on trouve aujourd'hui. Comment contourner l'invisibilisation et la dépolitisation qui frappent l'histoire des transgressions féminines? Et l'une des pistes de réflexion se trouve selon moi au cœur des renouvellements récents en histoire politique. Depuis une vingtaine d'années, on sait que les sciences humaines et sociales ont contribué à redéfinir les contours du politique en le détachant d'une vision simplement professionnelle ou militante. Il y a certains concepts qui ont émergé comme celui de politisation ordinaire qui a été développé par Julien Weisbein et Claire Jude de la Rivière, ou encore le concept de popular politics dans le monde anglo-saxon, qui permettent de saisir les formes de participation politique quotidiennes qui ne sont pas forcément uniquement institutionnelles et qui impliquent certains acteurs, actrices dépourvus de tout pouvoir formel, comme les femmes et les étrangers. Dans le même mouvement, les apports du spatial et du mobility term ont opéré un déplacement épistémologique majeur. Ils ont permis notamment de rompre avec la séparation rigide entre sphère publique et sphère privée et de remettre en question l'héritage habermasien qui tendait à essentialiser certains espaces comme naturellement publics et politiques, comme les cafés, les salons ou les clubs, et d'autres comme plutôt intimes et privés, comme le foyer. C'est donc dans cette perspective que s'inscrit ma présentation, qui est consacrée donc à la participation politique des logeuses dans la Genève révolutionnaire et pré-révolutionnaire. Juste peut-être un tout petit point de contexte, Genève, c'est une république aristodémocratique qui est traversée dès le début du XVIIIe siècle par des tensions politiques. Cette cité-État connaît une première révolution en 1782 qui va être réprimée par l'intervention de troupes étrangères, puis une seconde prise dans le sillage de la Révolution française en 1792. Entre 1780 et 1798, Genève traverse donc une période d'instabilité persistante qui est alimentée à la fois par ces tensions internes et par des bouleversements liés à l'irruption des idées nouvelles. Le statut de Genève de ville frontière l'expose à des frictions diplomatiques avec ses voisins, je vous laisse deviner lequel a un poids majeur, tout en le plaçant au croisement de multiples circulations, les brochures politiques, les chansons contestataires, les pratiques militantes, les rumeurs, ou encore certains individus qui sont suspectés de comploter à ces frontières. Ces dynamiques transfrontalières se rejouent donc dans l'espace domestique, en hébergeant des étrangers de passage ou désireux de s'installer plus durablement à Genève. Les logeuses jouent un rôle d'intermédiaire entre le quartier, la ville et les territoires extérieurs et se retrouvent elles-mêmes façonnées en retour par cette cohabitation. À travers l'analyse de 2 cas tirés des archives judiciaires, mon objectif est donc de montrer que l'étude de cette participation politique permet un double déplacement analytique. Elle invite à déplacer le regard vers des formes ordinaires de politisation, qui permet de mieux saisir la diversité des engagements et la pluralité des pratiques politiques féminines. Et elle permet également d'intégrer pleinement la dimension spatiale à l'analyse en envisageant les logeuses à la fois comme des actrices de proximité, donc elles sont ancrées dans le foyer, le voisinage et le quartier, mais aussi comme des maillons actifs de dynamique plus transnationale en étant engagées dans la circulation des biens, des idéaux et des personnes. Dans ma thèse, je souhaite démontrer qu'un examen renouvelé des sources judiciaires et administratives permet d'élargir les protagonistes impliqués dans la participation politique. On sait que les sources administratives et répressives de l'Ancien Régime et de la période révolutionnaire sont marquées par des biais qui vont surreprésenter certains acteurs politiques, comme on l'a bien montré. Dans mon corpus, les citoyens genevois ou certains étrangers connus comme des agitateurs notoires vont être les cibles principales des autorités. Les agitateurs étrangers étant souvent plutôt poussés par la diplomatie avec les États voisins. Donc, ce n'est pas forcément pour les intérêts propres de Genève qui vont être poursuivis, mais c'est plus aussi pour favoriser les accords de bon voisinage avec les puissances aux alentours.
Il est toutefois, selon moi, possible de s'affranchir de certaines catégories justement institutionnelles en me basant, donc moi je me base sur les affaires de crimes politiques entre 1780 et 1798, mais j'essaye de prendre en compte toutes les mentions de participation au commun dans leur ensemble, sans me limiter aux personnes incriminées ou voilà, pour des actes jugés délictueux par les autorités. On peut accéder comme ça, selon moi, à un panorama plus large et plus nuancé des formes d'engagement dans la vie publique. Et cela permet donc de s'ouvrir à la diversité des acteurs et actrices du commun qui peuplent aussi ces procédures. Par exemple, si je constate qu'il y a une rumeur publique qui est entendue au coin d'une rue et restituée par un témoin, je vais l'inclure dans mes statistiques. Lors de mon séjour au Centre Histoire urbaine d'Amsterdam en 2023, j'ai tenté de réaliser une cartographie de cette politisation ordinaire sur une période de 3 ans, donc elle n'est pas terminée, d'où aussi l'usage de l'anglais, je m'excuse. Chaque point sur cette carte représente une activité politique mentionnée dans les archives et pouvant être localisée. Donc on constate effectivement qu'il y a des hot points dans certains points, notamment le nord de la ville, qui pour moi est à gauche, pour le coup. Dans le quartier populaire de Saint-Gervais, un quartier homogène qui, tout au long du XVIIIe siècle, est connu pour ses pratiques particulièrement contestataires. On voit aussi qu'il y a une surreprésentation aux 3 portes de la ville. Je ne sais pas si j'ai envie de le montrer ici, mais je ne sais pas si du coup, il voit les 3 portes étant la porte de Cornavin, la porte de Neuve et la porte de Rive que vous voyez en haut. Donc, ça, évidemment, ça représente aussi des zones qui sont peut-être plus surveillées par les autorités, mais comme je ne passe pas que par les personnes incriminées, on constate également qu'il s'agit de points importants de circulation pour les personnes et forcément avec un peu plus de criminalité, d'actes délictueux ou de participation politique dans l'ensemble. Mes résultats préliminaires indiquent que les femmes semblent davantage pour participer localement aux activités politiques, généralement à proximité de leur domicile. Certains espaces apparaissent de manière récurrente, notamment la rue, les espaces domestiques, les espaces de seuil, donc je comprends des espaces de seuil comme les fenêtres ou le pas de la porte, par exemple, qui est très occupé par les femmes, ou les boutiques, alors que les hommes, en revanche, semblent plutôt participer à des activités politiques ordinaires dans certains autres lieux, comme les débits de boissons. Enfin, voilà, c'est assez attendu. Sur les ponts, donc souvent justement aux portes des villes, et bien sûr dans les clubs politiques. Donc ça ne veut pas dire que les femmes ne participent pas politiquement aussi dans ces espaces, ça veut dire que statistiquement, effectivement, elles sont moins nombreuses. Et je constate également qu'ils sont plus éloignés de leur lieu de résidence. Donc, je n'ai pas encore réussi à l'objectiver complètement parce que je n'ai pas terminé mes statistiques. Mais ces observations, ces hypothèses plutôt, corroborent un peu la thèse de Bob Pierrick sur le genre et la mobilité à Amsterdam, qui démontre que les hommes ont une mobilité qui tend à s'accroître au cours du XVIIIe siècle, tandis que les pratiques de mobilité féminine resteraient quand même plus restreintes autour de l'espace domestique, dans la continuité en fait, des pratiques d'Ancien Régime. Cette dichotomie spatiale liée au dimorphisme de genre ne doit pas occulter, selon moi, la tension persistante qui existe entre différents niveaux d'échelle. Et c'est justement ce point que je voudrais plus étudier à travers l'exemple de la participation politique des logeuses dans la Genève de la fin du XVIIIe siècle. Le rôle des logeurs et des logeuses s'inscrit dans un bouleversement matériel et urbain majeur qui touche la plupart des grandes villes européennes entre la fin du XVIIe et la fin du XVIIIe siècle. À Genève, ce changement est visible. La République devient une véritable cité de locataires. En un siècle, on a une population qui passe de 16 000 à 27 000 habitants. Donc, il s'agit d'une croissance démographique de près de 70%, qui ne s'accompagne pas d'un agrandissement de la ville, puisque Genève reste, comme d'autres villes, enfermée dans ses remparts. On assiste au développement ou à l'apparition de faubourgs, le développement notamment de Plain-Palais, des Eaux-Vives et des Paquis, et intramuros à la transformation et la densification des maisons qui se retrouvent surélevées. Là, on a un exemple type au Bourg-de-Four, dans un quartier de Genève. On voit qu'on a effectivement surélevé l'immeuble à la fin du XVIIe siècle. Elle va aussi se retrouver, ces habitations vont aussi se retrouver subdivisées en différentes habitations. Derrière le mot maison, on sait que c'est un mot qui est utilisé de manière un peu générique à l'époque. Ça se cache en réalité plein de manières très différentes d'habiter. Entre la fin du XVIIe et la fin du XVIIIe siècle, à la maison individuelle va se substituer une petite révolution matérielle, l'affirmation
d'un mode d'occupation de type communautaire, selon les mots de l'architecte Jean-François Cabestan. Il s'agit, si on veut, des prémices de l'immeuble moderne. C'est une mutation qui s'opère par la multiplication et la diversification des formes d'hébergement au sein d'un même bâtiment. Daniel Roche propose dans Le Peuple de Paris une classification des manières d'habiter. Il y a 6 cas possibles: la propriété, la location principale, la location, la sous-location, le logement chez l'employeur et la pension dans un garni. À Genève, les élites possèdent l'essentiel du bâti, mais ne résident pas forcément toujours dans la propriété. Les artisans et les ouvriers constituent la grande majorité des locataires. Et en dessous, on retrouve une population plus mobile ou plus modeste qui loge dans des auberges, des garnis ou des chambres sous-louées. Et c'est là qu'interviennent les logeuses, car si les propriétaires sont bien souvent des hommes, les femmes, elles, sont nombreuses à jouer un rôle dans la gestion de ces sous-locations. Comme elles sont traditionnellement garantes de l'espace domestique, elles exercent une sorte d'autorité sur l'organisation matérielle et sur les pratiques d'hospitalité qui vont se déployer au sein du foyer. En dehors des formes d'hébergement strictement professionnelles que j'ai un peu laissées de côté pour cette étude, on peut distinguer 2 grands profils de logeuses, celles qui vivent et travaillent au rez-de-chaussée d'une maison à boutique, dont elles sont les locataires principales ou leur mari, et qui louent les chambres des étages supérieurs. D'autre part, il y a les logeuses dites secondaires qui vont sous-louer une partie de leur logement en partageant leur espace avec d'autres habitantes et habitants. On voit aussi que les logeuses réorganisent leur logement pour découper l'espace et adapter l'habitat à cette cohabitation, en utilisant différents matériaux, des cloisons légères, des meubles pliants, qui vont permettre la fameuse polyvalence des pièces bien connue à l'époque moderne. Donc, une cuisine peut servir de chambre pour la nuit, une chambre peut devenir un lieu d'aisance ou d'accueil pour la journée ou la soirée. Ces femmes jouent le rôle, j'aime bien ce concept d'habitante aménageuse, que j'ai féminisé, selon le concept qui est proposé par le géographe Jean-François Stavelec. Mais le rôle ne s'arrête pas juste à l'agencement spatial, et je propose de vous plonger dans mon premier cas pour l'illustrer, premier cas qui se passe en 1782. Donc, comme je l'ai dit au début, en 1782, Genève traverse une période de forte tension politique. La République est secouée par une révolution menée par le Parti des représentants, qui est opposé au parti favorable au régime oligarchique. Dès le mois de juillet 1782, soit 4 mois après le début de la Révolution, la ville va être encerclée et occupée par les troupes étrangères sardes, bernoises et françaises, et l'oligarchie va être restaurée. Dans ce contexte, les conflits politiques s'intensifient, la population se divise entre partisans du gouvernement et soutien aux révolutionnaires déchus. Et c'est dans ce climat de forte instabilité que l'affaire de la logeuse Santou va arriver devant les tribunaux, ou plus ou moins devant les tribunaux. On en discute après. Un dimanche soir de juillet 82, vers 8 ou 9 heures, un petit groupe est réuni chez les époux Santou, au 2e étage d'un immeuble de la rue Verden. C'est une rue qui est située à la frontière entre la haute et la basse ville, où cohabitent des artisans de bonnes conditions et des ouvriers de plus basse extraction. Le mari Santou est identifié comme un ouvrier de la seigneurie, mais un natif de la ville, donc plutôt de basse extraction, sans être complètement en marge de la citoyenneté. Le groupe comprend les mariés Santou, un jeune natif de Genève qui s'appelle Jean Grépin, ainsi qu'un soldat zurichois engagé dans la garnison de la ville, à qui le couple fournit, je cite, la soupe et la pension. Ce soir-là, les voisins du 3e étage rapportent avoir entendu la lecture à haute voix d'une brochure séditieuse par le jeune Grépin, tant par le plancher que par la fenêtre de leur chambre. Donc, loin d'être un espace clos sur lui-même, on connaît la perméabilité matérielle de l'époque moderne, qui encourage la surveillance et l'intervention du voisinage. Les voisins dénoncent plus particulièrement aussi les propos qui ont été proférés par la femme Santou, qui est réputée pour ses sympathies envers le Parti des représentants. Donc, je cite les voisins, qu'ils entendent dire qu'un soldat qui loge chez Santou disait qu'il ne fallait pas lire de semblables choses. Et la femme Santou répondit que les constitutionnaires étaient des coquins qui avaient vendu la République. Et Santou, bien loin d'imiter sa femme, dit qu'il ne fallait pas lire de semblables ouvrages. Donc, elle aurait, selon les témoins, non seulement approuvé le contenu du pamphlet, mais aussi prononcé des paroles séditieuses et des insultes contre le gouvernement oligarchique. Ce qui est intéressant, c'est que dans les archives du Petit Conseil de la ville, donc sous l'Ancien Régime, la responsabilité pénale ne semble pas incomber à cette femme.
Donc, je cite, rapport a été fait que le nommé Santou, ouvrier de la seigneurie, avait tenu en diverses occasions des propos injuriés et des discours séditieux et reçu chez lui un homme qui, devant un soldat zurichois logé chez lui et en sa présence, lisait une brochure infâme au point que le dit soldat zurichois l'obligea de sortir. Cette déresponsabilisation pénale féminine, qui est assez courante lorsque l'affaire vise un couple marié, s'inscrit dans l'analogie aussi étroite qui est tissée entre le pouvoir politique et l'autorité domestique. En tant que chef de famille, l'homme est tenu pour garant de l'ordre domestique au sein de son foyer. C'est donc lui qui va être censuré pour les paroles qui ont été proférées dans le logis en sa présence. Pourtant, c'est bien la logeuse qui apparaît comme la chef d'orchestre de cette réunion séditieuse au sein du foyer. D'ailleurs, je vais la retrouver à plusieurs reprises. On peut constater ici comment sa fonction de logeuse, donc nourrir et héberger leur hôte, va se mêler avec une sociabilité plus informelle. Le jeune Grépin admet d'ailleurs s'être enivré au fil de la soirée dominicale avant de proférer ses invectives contre le gouvernement. Donc, par le biais des pratiques d'hébergement informel, l'espace domestique apparaît comme un lieu ouvert où se rencontrent autour d'une même tablée des individus de statuts sociaux, de professions ou de sensibilités politiques variées. Loin de se limiter à juste servir la soupe ou à offrir son toit, la femme Santou exerce auprès de l'étranger zurichois une fonction d'intermédiaire entre la sphère domestique, la vie de quartier et celle de la ville, fonction qu'on pourrait aussi appeler, en prenant les termes anglo-saxons, de gatekeeper. Comme l'a montré Claire Juste de la Rivière, le quartier constitue le premier apprentissage des savoirs sociaux pour les étrangers, leur permettant d'accéder aux usages locaux, au fonctionnement politique et administratif et à la géographie de la ville. Comme elles sont bien insérées dans la sociabilité de voisinage, les femmes accompagnent les nouveaux venus dans leur démarche, facilitent leur installation et leur insertion dans les différents réseaux de la ville. Mais cet apprentissage social, et on l'a pu le voir, peut aussi devenir un apprentissage politique pour les autres. En partageant la vie quotidienne des habitants locaux, les étrangers sont exposés à des pratiques de politisation ordinaires. Ces derniers aspects, d'ailleurs, semblent poser problème pour les autorités qui insistent sur le fait que ces paroles séditieuses aient été prononcées devant un soldat zurichois logé chez lui et en sa présence lisait une brochure infâme, au point que le dit soldat zurichois l'obligea de sortir. Plus rarement, les logeuses se retrouvent incriminées devant les tribunaux pour des crimes politiques. Il s'agit toutefois le plus souvent de délits mineurs traités par des juridictions inférieures. Félix aussi l'a mis en avant, souvent par le tribunal de police. Bon, à Genève, il y a aussi le tribunal consistorial, mais pour les crimes politiques, on n'en retrouve pas trop dans les registres du consistoire. Ou alors de crimes qui donnent lieu à des peines relativement légères. Elles apparaissent donc les logeuses dans les infractions à la législation sur le séjour des étrangers qui touchent tant les logés que les logeurs et logeuses. Ce sont souvent des courtes procédures, donc un peu frustrantes parce qu'on n'a pas forcément accès de manière exhaustive à l'histoire de ces logeuses, mais on peut toutefois quand même y retrouver des informations intéressantes. Dès 1580, les ordonnances de la cité impose à toute personne qui héberge un étranger de déclarer celui-ci aux autorités si le séjour dépasse 1 ou 2 jours. Les logeurs doivent inscrire le nom du voyageur, indiquer le lieu de résidence et mentionner le numéro du billet de logement délivré à l'entrée de la ville. Donc là, par exemple, vous avez un exemple, c'est pas très, elle est un peu trouble, mais on peut voir par exemple que cet étranger, Pierre Boutelier, va d'abord loger dans un logement professionnel, puis loger chez une logeuse, Madame Chantin. Donc on montre aussi que le degré d'intégration d'un étranger dépend aussi des espaces en fait, dans lesquels il va pouvoir s'insérer. L'hébergement informel est donc toléré, mais strictement encadré par les logeurs et logeuses qui sont tenus de jouer un rôle d'auxiliaire de justice, pour reprendre les mots de Vincent Millot. À partir de la fin du XVIIe siècle, une véritable police des étrangers se met en place qui va conduire au renforcement de la surveillance des lieux d'accueil. C'est parce que les obligations évoluent peu jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, mais le contexte politique et les flux migratoires vont modifier régulièrement l'application de ces édits. Et l'historien de la police Marco Cicchini constate un renforcement de la police de surveillance dégarnie à la fin du XVIIIe siècle. Pendant la Révolution genevoise, c'est aussi les nouvelles pressions diplomatiques qui vont être exercées par la France qui vont conduire à un renforcement significatif de la poursuite de ces infractions. Donc, on a 8 cas avant 1792, 15 cas après, et qui sont en grande partie entre 1793 et 1794. Malgré son indépendance, Genève est soumise à ses liens diplomatiques avec ses voisins, la Suisse, la Savoie et la France. Et bon, après, la Savoie est annexée par la France. Et dans ce cadre, la République de Genève peut être amenée donc à ouvrir ses procédures à la demande des autorités étrangères. L'indépendance de Genève pendant la Révolution est souvent menacée par les frictions entre les deux républiques qui révèlent des expériences révolutionnaires divergentes.
Il y a plusieurs points qui cristallisent ces tensions. L'accusation d'un accaparement genevois du blé, le refus de Genève d'adopter des assignats, la neutralité de Genève dans les conflits militaires, et c'est le point qui va nous intéresser pour ce deuxième cas, la présence croissante d'émigrés français qui franchissent les frontières genevoises en direction de la Suisse. En 1793, face à l'afflux d'émigrés français vers la Suisse et cette pression diplomatique, le gouvernement révolutionnaire renforce sa politique de surveillance des garnis. Le citoyen Aimé Delarue, qui est membre du comité de surveillance, va mener des visites dans le quartier de Rives. Delarue agit à la suite de plusieurs plaintes qui émanent des résidents du quartier, et les plaignants visent plus particulièrement Sophie Duby, qui est une citoyenne célibataire de 30 ans, issue d'une famille notable genevoise, qui hébergerait illégalement des émigrés français chez elle. À son arrivée devant la maison, Delarue découvre une domestique sur le pas de la porte qui aurait tenté de l'empêcher de rentrer. Après avoir forcé le passage, Delarue rentre par la cuisine et découvre dans une seconde pièce attenante la logeuse Duby en compagnie d'un homme qui tente maladroitement de se cacher du fonctionnaire. L'homme se présente tout d'abord comme Dominique Brigny-Seul, un citoyen fribourgeois de passage à Genève pour des affaires dont il ne peut pas révéler, et muni d'un passeport en règle. Pourtant, au cours de son interrogatoire, celui-ci finit par révéler sa véritable identité. Il s'agit de Jean-Antoine Joubert, un prêtre originaire des Bouches-du-Rhône, réfugié à Fribourg, qui a fui la France révolutionnaire en novembre 1792. Le parcours de Joubert illustre de manière exemplaire le trajet emprunté par de nombreux émigrés français qui fuient les troubles révolutionnaires en quittant l'Est de la France pour trouver refuge en Suisse. Si les premiers départs apparaissent dès le début de la Révolution en 89, l'exil va prendre une ampleur massive à partir de fin août et septembre 1792. Et comme de nombreux prêtres réfractaires, Joubert va choisir de s'établir à Fribourg, qui est un canton catholique qui est reconnu pour une politique d'accueil favorable envers les ecclésiastiques. Il y aura environ 3700 réfugiés qui vont s'y établir. À l'inverse, les émigrés laïcs se dirigent plutôt vers le canton de Berne, en particulier dans les villes du Pays de Vaud qui bordent le Léman pour des raisons linguistiques ou culturelles. Dans ces villes suisses, il est courant que les réfugiés soient hébergés par des habitants locaux qui logent les émigrés. Ils les logent tant pour des raisons économiques que pour des motifs de solidarité politique. L'accueil reste néanmoins ambivalent par les populations locales. Là, vous avez un exemple aussi d'une caricature de ces émigrés en Suisse, caricature qui a été faite par un jeune enfant de 12 ans. Joubert rapporte donc avoir trouvé gîte et emploi chez un magistrat fribourgeois. Toutefois, malgré cette relative stabilité dans cet exil, il finit par reprendre la route vers la frontière française et donc s'établir quelques jours à Genève, cédant, selon ses dires, à une mélancolie noire animée par le désir de retrouver sa terre natale. Donc là, on peut voir aussi que, loin de constituer un mouvement linéaire, l'expérience migratoire des émigrés s'inscrit dans des dynamiques souvent d'aller-retour entre le territoire d'accueil et le choix des réfugiés. Et sa présence dans la zone frontalière pour également traduire des engagements moins avouables devant les tribunaux genevois, bien sûr. Comme l'a démontré l'historien Maxime Cassy, il y a beaucoup de prêtres réfractaires qui s'investissent dans des réseaux contre-révolutionnaires transfrontaliers, par exemple en faisant des cultes clandestins. Joubert d'ailleurs choisit de se terrer dans la clandestinité, sachant probablement que les villes comme Genève, qui sont situées à la frontière de la France, suscitent une plus haute vigilance à l'égard de la mobilité des individus. Et alors qu'il utilise sa véritable identité à Fribourg, où il dispose d'un passeport officiel, il adopte un faux nom et un passeport falsifié à Genève. D'ailleurs, le faux nom, il l'utilise également dans sa correspondance, il le dit de lui-même devant l'auditeur de justice. La Révolution introduit un tournant majeur dans les dispositifs de surveillance et d'encadrement des mobilités par le biais justement de la généralisation du système des passeports et de cartes de séjour. La Suisse et ses alliés s'alignent sur ce système en introduisant à leur tour passeports et cartes de résidence pour encadrer les flux migratoires. Et cette formalisation, on le sait, produit une prolifération de pratiques frauduleuses, fausses identités, documents falsifiés et circulation sous couverture. Et il me semble que le cas de Joubert illustre cette ambivalence. Il oscille entre sa nouvelle identité, donc il devient fribourgeois d'adoption, et sa fausse identité, donc il adapte en fait ses papiers à la géographie politique des territoires traversés. Les dispositifs d'identification ne servent donc pas seulement à affirmer une souveraineté territoriale ou une appartenance nationale, ils deviennent aussi des outils que les acteurs et les actrices de l'époque s'approprient, contournent au gré des circonstances et des nouvelles formes d'identification qui sont produites par la Révolution. Donc, on arrive à la logeuse. À Genève, l'émigré Joubert est hébergé depuis au moins 8 jours chez Sophie Duby, dans le quartier de Rives, à proximité immédiate de l'une des principales portes de l'entrée de la ville.
Il s'agit d'un lieu de transit où résident un certain nombre d'étrangers sans permis de séjour entre 1793 et 1794. Le logement est composé de 2 pièces au moins, une cuisine et une chambre, et il illustre la manière dont les formes traditionnelles d'accueil peuvent glisser vers des pratiques de clandestinité orchestrées par la logeuse. Donc, Sophie Duby met en place plusieurs stratégies de dissimulation pour protéger son hôte. Elle mobilise notamment sa domestique, qui surveille discrètement les allées et venues depuis le seuil de la porte. C'est elle, d'ailleurs, qui va déposer les lettres de l'émigré à la poste. Donc, par la biais de sa domestique, Duby préserve l'anonymat du prêtre, tout en lui servant de relais pour tisser son réseau de communication. Ces logiques de dissimulation se prolongent sur la scène judiciaire. Lors de son interrogatoire, Sophie Duby affirme avoir cru héberger un fribourgeois et avoir été convaincue de la validité de son passeport suisse. Donc, comme elle le dit, il a en effet logé chez moi depuis 8 jours. Il se présenta chez moi avec un passeport suisse et c'est en cette qualité que je l'ai reçu. Pourtant, Joubert déclare à l'auditeur qu'il aurait révélé sa véritable identité dès son arrivée chez la logeuse. Je lui ai expliqué pour mon passeport, elle savait que je venais de Suisse, elle a su aussi quelle était mon origine et ce que je me proposais. Les stratégies rhétoriques de la logeuse ne suffisent donc pas à la disculper si elle échappe à une lourde condamnation en 1793, puisqu'il s'agit d'une infraction relativement mineure pour cette époque. Il s'agit elle va écoper de 8 jours qui vont être commués en prison domestique, mais elle va néanmoins tomber dans le viseur des autorités révolutionnaires lors de l'été 1794, au moment de la mise en place de tribunaux d'exception à Genève, où là, elle aura une plus lourde peine, dont la confiscation de ses biens. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les 507 sentences qui sont rendues par le premier tribunal révolutionnaire d'exception, elle va être la seule femme condamnée. Les motifs de sa condamnation sont multiples et se sont étendus sur le temps. Son opposition aux idées révolutionnaires, l'hébergement multiple d'émigrés, mais aussi l'utilisation de sa chambre comme un lieu de représentation d'ombre chinoise pour un public jugé hostile à la Révolution. Les représentations sont soupçonnées aussi d'avoir donné lieu à des scènes jugées indécentes. Donc là, on voit comment l'affaire, elle glisse. Donc l'unique affaire politique féminine va glisser vers une atteinte aux bonnes mœurs. Et le fait qu'elle soit célibataire et, disons, principale logeuse de son habitation, à mon avis, n'est pas non plus pour rien dans ce glissement. Et à travers ce cas, on peut percevoir aussi comment la logeuse Sophie Duby parvient à renégocier en fait la frontière entre public et privé au sein de son logement par des pratiques qu'on pourrait appeler des pratiques de gatekeeping, c'est-à-dire qu'elle ouvre l'accès de son logis à certains individus, notamment à des étrangers, et ferme son logement à d'autres, en particulier aux représentants évidemment de l'ordre révolutionnaire, mais aussi au regard d'une partie du voisinage dont elle tente de contourner les logiques de surveillance informelle. Sophie Duby parvient ainsi sans forcément une expérience de mobilité, Sophie Duby parvient à transnationaliser ses activités en établissant une sorte de saut scalaire, c'est-à-dire qu'elle va s'écarter des formes de sociabilité traditionnelles tournées vers la localité en transformant son logis en une plateforme de solidarité politique transfrontière. Pour conclure, je souhaiterais ainsi insister sur la nécessité, selon moi, de repenser des échelles que l'on mobilise quand on pense la participation politique féminine, et notamment de la repenser en dehors de la localité. Les 2 trajectoires des logeuses séditieuses que j'évoquais ici révèlent l'emboîtement complexe des échelles. Comme le souligne la sociologue Dominique Masson, l'échelle doit être comprise comme une construction sociale, une expression de processus sociopolitiques et là j'insiste, un projet d'acteur inscrit dans des rapports et des luttes politiques. Il ne s'agit donc pas seulement de penser l'échelle comme issue d'un cadre prédéfini, mais comme le produit de pratiques situées, toujours en mouvement et pouvant être transformées par les actrices elles-mêmes. Évidemment, l'ancrage local joue un rôle structurant dans l'espace domestique, dans un contexte justement où toute circulation d'étrangers peut susciter soupçons et dénonciations. On voit aussi que la configuration architecturale des logements, qui est marquée par la promiscuité, va exposer les activités des logeuses au regard du voisinage. Et pourtant, c'est aussi cette connaissance fine du voisinage, associée à une capacité genrée de réaménager l'espace domestique et de pouvoir détourner aussi les usages ordinaires de l'hospitalité, qui va permettre à ces logeuses de s'inscrire dans des dynamiques transnationales. En accueillant des étrangers, en les protégeant, en facilitant leur insertion dans la ville ou en participant à la circulation des idées, les logeuses contribuent à reconfigurer les frontières du politique depuis les marges de leur logis. En retour, c'est par le moyen de ces femmes et de leur connaissance fine du quartier que les étrangers peuvent s'intégrer dans la localité.
La relation d'hospitalité donc n'est pas unilatérale, elle permet des rencontres et donc des formes d'hybridation politique qui sont susceptibles de transformer les trajectoires politiques délogeuses comme celles des étrangers. Voilà, je vous remercie.